Avant de commencer, on voulait vous présenter brièvement l'AVF pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas très bien. Donc, on est une association qui a été créée en 1995 avec comme objectif d'œuvrer pour la transition alimentaire et pour la végétalisation de l'alimentation pour des raisons écologiques, éthiques et sanitaires. La spécificité de l'AVF, c'est d'être organisée autour de commissions scientifiques. Les deux plus grosses, c'est la commission écologie et la commission nutrition santé, donc dont sont membres Perrine et Sébastien, qui sont là ce soir pour vous présenter le guide. Et un pôle important de l'AVF, c'est donc la campagne VG Cantine pour laquelle je travaille, qui a pour mission de sensibiliser, d'accompagner et aussi de faire du plaidoyer pour l'instauration de menus végétariens ou végétaliens à la cantine. Donc à ce titre, on est présent au Conseil national de la restauration collective, donc le CNRC, qui est sous la houlette du ministère de l'Agriculture et qui est chargé en fait de mettre à jour les recommandations nutritionnelles suite à la loi Egalim qui instaure l'expérimentation d'un repas végétarien hebdomadaire. Donc le CNRC, il s'est créé assez récemment. Il a pour mission donc, de mettre à jour les recommandations, donc de produire un guide pour aider les cantines et aussi d'avoir des critères d'évaluation pour évaluer cette expérimentation. Tout ça n'est pas encore publié. On espère que ça le sera dans les prochains mois. Et donc, on est partie prenante avec d'autres associations. Il y a aussi des entreprises, des syndicats. Certains qu'on regrette un peu puisqu'on voit que parfois il y a un mélange d'intérêt privé et d'intérêt général. Je pense qu'on pourra y revenir. Mais donc, en tout cas, nous, on essaye de faire beaucoup de vulgarisation en fait, scientifique sur l'alimentation végétale et notamment au CNRC. Et le guide qu'on a publié fait partie de cette volonté de diffuser des connaissances scientifiques. Et il a évidemment vocation à évoluer aussi selon les retours qu'on aura et puis selon l'évolution de la science qui avance de plus en plus vite sur ces questions. Donc l'atelier en lui-même, il va y avoir plusieurs temps. Donc un premier temps de présentation du guide par Perrine et Sébastien et d'échange aussi avec vous sur vos réactions, vos pratiques. Ensuite, Sébastien va nous présenter l'expérience de Montpellier. En fait, on avait invité le directeur de la politique alimentaire de Montpellier, mais il est en vacances, donc du coup, on va essayer de le remplacer comme on peut. Voilà, vous allez voir que c'est une ville qui est assez en avance sur ces sujets-là, et donc ce sera vraiment intéressant, je pense, d'en discuter ensemble. Après, on aura évidemment une séance de questions-réponses. Et enfin, la dernière expérience dont on va parler, c'est celle de José Pérex, qui est formateur depuis 25 ans sur les questions d'alimentation et du coup, maintenant, qui intervient de plus en plus sur la cuisine végétale, puisque c'est une des problématiques récentes que rencontrent les cuisiniers. Voilà, donc l'idée, c'est que ce soit vraiment interactif. Et donc, il y a un chat et vos micros, on les coupe pendant les interventions, mais ensuite, quand vous voulez prendre la parole, évidemment, vous pouvez les réactiver. Je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la parole à Sébastien pour commencer la présentation du guide. Alors, merci Edine. Je vais vous partager du coup mon écran. Donc effectivement, donc les menus VG dans la restauration collective, on a donc édité un guide qui est en ligne là, depuis quelques mois et qu'on va vous présenter. Alors avant toute chose, je signale simplement donc mes liens d'intérêt en tant que médecin quand je m'adresse comme ça en webinaire, je dois le faire et puis j'y tiens aussi également. Donc j'ai pas de lien d'intérêt financier en tout cas avec ce que je vous présente lors du guide. Comme je l'ai dit, voilà, après je suis bénévole effectivement pour l'AVF. Mais voilà, vous présenter ce guide ne me rapporte rien. Alors pourquoi ce guide? Alors comme vous le savez déjà tous sans doute, la loi Egalim qui a été votée donc au 1er novembre 2018 prévoyait à partir du 1er novembre 2019 pour une durée de 2 ans un menu végétarien ou végétalien. Alors j'insiste sur le terme menu, c'est-à-dire de l'entrée jusqu'au dessert, et sur le fait que ce soit végétarien ou végétalien, ce qui est aussi effectivement une petite révolution par rapport au décret précédent de 2011. Ce menu s'applique donc à tout le monde et c'est au moins une fois par semaine. Ça, c'est des choses qu'on a beaucoup discuté avec Samantha Cazbon, qui est la députée donc, à l'origine de cette loi.
Donc voilà, il est bien obligatoire pour tout le monde, au moins une fois par semaine, pour une durée de 2 ans. À 18 mois, il doit avoir une évaluation effectivement pour savoir un petit peu ce qu'est donné cette application. Mais comme on vous disait, en sachant que les critères d'évaluation ne sont pas encore tous définis, on sent qu'il y a eu quand même un petit peu des choses qui ont été un peu gérées en urgence. Pour vous donner une idée, donc le CNRC dont on vous a parlé, qui doit éditer le guide très prochainement, les premières réunions ont eu lieu en octobre 2019, soit moins d'un mois avant la mise en route de la loi, ce qui effectivement donne quelques complications. Et donc c'est une loi qui bouscule effectivement les habitudes et la réglementation. Et du coup, il n'y a pas de référentiel par rapport à ces repas-là de spécifique pour le moment. Donc, pour revenir rapidement sur les définitions, donc végétarien, c'est sans viande et sans poisson. Végétalien, sans viande, sans poisson, sans œufs, sans lait, sans miel, sans produits d'origine animale, tout simplement. Mais du coup, ça comprend encore beaucoup d'éléments, que ce soit des céréales complètes, des légumineuses, des fruits, des légumes, des fruits à coque, des algues. Enfin, on a vraiment pléthore d'aliments qu'on peut encore utiliser pour ces repas. Pourquoi cette loi? Alors pour les bénéfices nutritionnels, c'est-à-dire qu'il y a une politique de diversification de l'apport protéique, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'apports de protéines d'origine animale et qu'il était bon pour la santé de diversifier ces apports, notamment avec des protéines d'origine végétale, et aussi pour contrebalancer la plus grande carence qu'on observe chez les enfants en France, c'est-à-dire les apports en fibres. Et à savoir que la viande contient 0 g de fibres. Donc, il est vraiment important et essentiel d'augmenter la part du végétal dans l'alimentation des enfants. Il y a un principe éducatif de découverte de nouvelles saveurs, effectivement, de permettre à des plats dont on a peut-être moins l'habitude de pouvoir être là et de pouvoir découvrir des choses qui soient meilleures pour la santé. Il y a un intérêt environnemental, chaque semaine quasiment, il y a encore une étude qui le montre, que plus le repas est végétal et meilleur c'est pour la planète. Là, il y a encore eu une étude qui a montré que les taux de méthane étaient beaucoup plus élevés que ce qui était attendu, ça date d'aujourd'hui, et très en lien avec l'élevage. Donc l'élevage qui comprend donc la viande et le lait, qui sont vraiment les deux plus gros, on va dire, pourvoyeurs de gaz à effet de serre. Et aussi une justice sociale, c'est-à-dire contrairement à une idée reçue, moins on a de ressources et moins il y a de diversité alimentaire. Je dis contrairement à une idée reçue parce que souvent on nous dit oui, mais moins on a de ressources, les gens n'ont pas l'occasion de manger de la viande. Et bien, ce que montrent les études est différent. En fait, ça nous indique que moins il y a de ressources et plus on mange de viande. Il y a une espèce de surcompensation sur la viande et que le principe adaptatif est plutôt sur les légumes, les légumineuses, mais pas sur la viande. Donc, c'est important en termes de justice sociale d'apporter plus d'éléments végétaux dans l'alimentation. Et l'option quotidienne, donc, qui est permise du coup par la loi, parce que rappelons, la loi dit au moins un repas, donc ça ouvre à la possibilité d'en faire plus. Et cette option quotidienne peut tout à fait être équilibrée. Faut être un tout petit peu plus attentif effectivement sur le fait de plus de faits maison et moins d'œufs et de laitage. Ça, pareil, les études sont assez claires. Si effectivement on enlève la viande et qu'on remplace tout par des omelettes au fromage, ça ne fonctionne pas au niveau nutritionnel. On peut vraiment avoir confiance dans la richesse des protéines végétales et dans les micronutriments qu'elles apportent. Et c'est aussi une option quotidienne, ce qui permet d'être le plus inclusif possible. C'est-à-dire que ça permet à des gens végétariens, végétaliens, ou qui mangent sans porc, ou qui effectivement ont des allergies aux protéines de lait de vache. Voilà, toutes ces personnes-là sont incluses dans ce repas et ça permet que le repas puisse être partagé par le plus grand nombre. Et je laisse la parole à Perrine. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ok. Alors, ce guide, au départ, il a été pensé un peu pour combler le manque. On a commencé à travailler sur l'idée de ce guide avant que la loi Egalim ne soit votée, donc avant fin octobre 2018. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de possibilité légale d'intégrer des plats végétariens dans l'alimentation, à la cantine en tout cas. Et donc, il y avait cette question de comment est-ce qu'on fait si c'est une demande des usagers, comment est-ce qu'on incite une collectivité à passer à ce type de menu au moins une fois de temps en temps et comment est-ce qu'on construit ce menu. Donc, on a commencé à réfléchir à tout ça avant que la loi Egalim ne passe.
Une fois que la loi Egalim est passée, la question de comment est-ce qu'on fait si les gens le demandent, elle ne se pose plus vraiment, parce que là, même si les gens ne le demandent pas, il faut le faire, parce que c'est dans la loi et qu'il y a cette obligation au moins un repas par semaine qui soit végétarien ou végétalien. Mais les autres interrogations, elles restent, c'est-à-dire que si une collectivité n'a aucune idée de comment produire un repas végétarien, il n'y a aucun moyen, aucune information disponible sur ce sujet-là. Et malheureusement, comme le disait Sébastien, la mise en route du CNRC, elle s'est faite très tardivement. La première réunion du groupe de travail de nutrition, elle a eu lieu dans le courant du mois d'octobre 2019 pour une application de la loi à partir du 1er novembre 2019, donc c'est-à-dire à peu près 2 semaines pour produire et des indicateurs d'évaluation et un guide de travail. Enfin, bref, autant dire que les choses n'ont pas été faites pour que cette loi soit mise en place dans de bonnes conditions. Il y a eu, je pense, un certain nombre de freins et potentiellement de personnes qui ont fait en sorte que rien ne passe en avance et du coup, on ne puisse pas travailler dans de meilleures conditions que ça. Je suis un petit peu énervée, je suis désolée. C'est un aspect qui m'agace un petit peu d'avoir une loi qui passe et aucun travail qui est fait en amont et en aval pour l'accompagnement des personnes qui sont censées l'appliquer. Bref, passons sur cet aspect-là. Donc l'AVF a choisi de continuer à travailler sur ce guide, justement pour pouvoir répondre aux questions qui restaient sans réponse. Et donc on a réfléchi en termes de questions. C'est-à-dire qu'au départ, on a recensé un petit peu toutes les questions qui nous revenaient au niveau de la mission Végécantine et des choses qu'on peut entendre en tant que diététicien, par exemple. C'est des questions qui reviennent régulièrement quand on est amené à mettre en place des menus végétariens dans des collectivités. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que les enfants vont aimer? Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a trop de gaspillage, etc. Comment est-ce qu'on fait en gros concrètement pour mettre en place ces menus-là? Et puis une fois qu'on s'est dit ok, on les met en place, qu'est-ce qu'on met dedans, quoi? Donc sous forme de différentes questions, on a essayé de répondre à ces différents éléments-là. D'une part avec un certain nombre de conseils pour entamer la mise en place des menus végétariens. C'est-à-dire quelques conseils pour faire découvrir ces plats aux enfants et aux convives en général, mais en particulier dans le cadre scolaire. Alors, Irène, si vous pouvez éventuellement couper votre micro parce que je pense que c'est de votre côté qu'on entend le clavier. Voilà, n'oubliez pas de couper vos micros pour pas qu'on ait de retour de son. Et est-ce que vous m'entendez mieux ou est-ce qu'il y a toujours une problématique? C'est bon? Alors, Irène, c'est peut-être de votre côté qu'il y a un souci. Voilà, quoi qu'il en soit, l'atelier est enregistré, donc si jamais il y avait un problème, vous pourrez le re-regarder plus tard. Ok, je continue. Donc, comment faire découvrir les plats végés aux enfants? Ça passe d'abord par une bonne communication. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que quand il n'y avait aucune communication et des emplois de mots un peu trop violents, comme par exemple végétarien, ça pouvait passer un peu mal, surtout auprès des familles. Alors que si on prend le temps d'expliquer aux enfants, aux équipes, parce que ce n'est pas seulement auprès des enfants que ça bloque, ça peut être aussi auprès des personnes qui vont servir les repas et qui vont les préparer. C'est particulièrement sensible, cette problématique, auprès des personnes qui servent les repas, parce que quand ces personnes ne sont pas convaincues par ce qu'elles donnent, si elles donnent une louche de lentilles en tirant la tronche, ça ne peut pas marcher, quoi. Forcément, les enfants vont se dire « Qu'est-ce que c'est qu'on est en train de me filer ?» Enfin, voilà, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut que les gens qui servent soient aussi convaincus qu'ils sont en train de servir quelque chose de bon et d'utile. Donc ça passe par une bonne communication, par aussi une discussion avec les équipes en général, potentiellement par une introduction progressive, c'est-à-dire qu'au lieu de passer directement à un plat complet, on peut commencer par une entrée, on peut faire une dégustation, on peut proposer aux enfants de goûter, aux gens qui vont servir les repas, qui vont les préparer, de goûter tous ensemble, de discuter de tout ça et de choisir les recettes qui leur plaisent le plus. On peut également proposer d'adapter des recettes qui sont déjà connues. Typiquement, les lasagnes, c'est un plat qui plaît beaucoup aux enfants. Des lasagnes végétariennes, il y a des recettes qui sont vraiment super et qui marchent très bien,
même dans un contexte de restauration collective. Et ces recettes-là, elles sont déjà familières, donc les enfants vont pouvoir facilement se les approprier sans que ce soit hyper flippant comme un truc complètement nouveau avec des ingrédients nouveaux, des épices qu'ils ne connaissent pas, une sauce qu'ils n'ont jamais vue, etc. Donc commencer par des choses qui sont familières, ça aide vraiment les enfants à apprécier. Et puis, dans la mesure du possible, quand on a un plat qui serait un peu plus nouveau que, par exemple, un plat de lasagne, de limiter le nombre de composantes pour que ce soit facilement identifiable et que les enfants puissent facilement, d'une part, trier s'ils en ont envie, et puis qu'ils puissent reconnaître les différents éléments et du coup, identifier ce qu'ils vont être amenés à manger et potentiellement l'accepter plus facilement. Excusez-moi. Non, c'est pas mon enfant qui pleure. Si, c'est mon enfant qui pleure. Non, c'est pas grave. Je continue. J'espère que quelqu'un va gérer la crise. Donc, présentation. Oui, sur la présentation des plats, il faut vraiment réussir au maximum à les valoriser, c'est-à-dire pas servir une grosse plâtrée de gloubi-boulga super moche. Enfin, voilà. Clairement, si on ne met pas un petit peu d'attention, ne serait-ce qu'une petite déco, quelques herbes, une petite rondelle de citron, comme on peut faire par exemple sur des entrées ou des choses comme ça, pour montrer qu'on y a mis du cœur et qu'on y a pris le temps de faire quelque chose de joli, les enfants vont apprécier, les convives aussi quand ils sont plus âgés, et ça montre qu'on a pris soin de préparer un repas de bonne qualité. Les conseils qu'on peut donner, voilà, ça rentre vraiment dans l'idée de tout ce qu'on peut faire avec les équipes de la restauration collective, pas seulement avec les convives, mais qui est réellement une communication autour de la mise en place de ces menus-là. Et puis, ce qui est intéressant aussi, en particulier dans les petites classes, celles de primaire notamment, c'est de discuter en classe. Il y a des items dans les programmes d'école primaire qui permettent d'intégrer des cours sur la nutrition, qui permettent d'intégrer un certain nombre de discussions sur l'environnement, sur les sciences nat, etc., sur tout un tas de choses qu'on peut mettre en lien avec la mise en place de menus végétariens à la cantine. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose qui sort complètement du contexte de ce que les enfants vont pouvoir faire à l'école. C'est vraiment quelque chose qu'on peut intégrer dans leur vie de journée à l'école, que la classe et la cantine forment un ensemble cohérent où ils vont pouvoir apprendre des choses tout au long de la journée sans forcément être en train d'apprendre une leçon. Voilà en gros pour cette diapo. Si tu peux passer à la suivante, Sébastien, s'il te plaît. Merci. Donc, sur des aspects un petit peu plus techniques, on va avoir un certain nombre de conseils de construction qu'on a intégrés dans le guide avec des idées. Ce n'est absolument pas exhaustif et c'est tout à fait possible que je me sois plantée aussi quand j'ai fait ces tableaux-là. Donc, s'il y a des erreurs ou des choses qui vous paraissent incohérentes, n'hésitez pas à nous faire des retours pour qu'on puisse corriger ensuite. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur ce guide-là et au bout d'un moment, j'avais plus trop les yeux en face des trous. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y ait des choses qui soient passées au travers d'une relecture et des nombreuses relectures. Donc, il y a plusieurs tableaux que vous pouvez retrouver à un moment donné dans le guide qui montrent des idées de comment construire un repas végétarien. Donc, avec 4 ou 5 composantes, et puis ensuite différentes manières de placer les différents types d'aliments dans les composantes. Donc, avec par exemple les crudités, les cuidités, les choses qu'on connaît habituellement dans le plan alimentaire. Comment est-ce qu'on adapte ça en version végétarienne, voire végétalienne, sachant que on peut tout à fait réutiliser un maximum de choses de ce qu'on a déjà dans les plans alimentaires et que finalement la transformation elle est relativement simple. Il faut juste réussir à placer les plats protidiques ou en tout cas les plats qui apportent des protéines, même si ce n'est pas le plat protidique dans sa composante plat protidique, à les placer à des endroits qui sont cohérents dans le reste du plan alimentaire. Donc ça se fait bien quand on arrive à sortir un petit peu de la case ou à rendre la case du plat protidique un petit peu plus poreuse et à laisser la place des protéines se déplacer vers les autres composantes du repas, particulièrement par exemple en ajoutant une salade de légumineuses en entrée ou voilà, des adaptations qu'on peut faire de cette façon-là.
il y a plusieurs idées qui sont proposées. Après, à vous de voir celles qui peuvent rentrer facilement dans les plans alimentaires que vous avez déjà. Voyez comment est-ce que ça s'adapte aussi au cahier des charges que vous pouvez être amené à devoir respecter dans les différentes collectivités où vous êtes amené à travailler. Voilà, rien n'est figé. Il faut que ce document-là, il serve vraiment de base et d'outil de réflexion et qu'ensuite, ces informations-là, vous puissiez vous les approprier pour les mettre en œuvre dans les collectivités où vous travaillez ou dans les autres structures où vous travaillez. L'idée n'est pas de faire un truc hyper prescriptif, mais bel et bien de vous donner des informations que vous pouvez vous réapproprier par la suite. Sur la question des produits à base d'œufs et de fromage, nous, on est plutôt d'avis de les limiter au maximum, dans la mesure où ça a été constaté dans un certain nombre d'études qui ont été faites sur la qualité nutritionnelle à la cantine, des études qui peuvent être biaisées par ailleurs ou faibles sur la méthodologie d'autres aspects, mais ce qu'on constate réellement et qui de toute façon me paraît relativement incontestable, c'est que quand on a trop d'œufs et trop de fromage, on arrive rapidement à une qualité nutritionnelle qui se dégrade avec trop d'acides gras saturés, généralement trop de protéines aussi. Les plats à base de viande enfin les menus où il y a de la viande contenant déjà énormément de protéines par rapport aux besoins des enfants, finalement, on se passe très bien des autres sources de protéines animales. En mettre une fois de temps en temps, ça ne pose pas de problème et ça contribue à la diversité de l'alimentation, mais faire systématiquement un repas à base d'œufs, ça n'apporte rien à personne. Surtout, voilà, je pense par exemple aux entrées type œuf dur qui sont servies avec de la mayonnaise, donc c'est œuf. Enfin, bon, c'est pas la peine, quoi. Hein, il y a d'autres options. Et puis, si on met des laitages, privilégier les moins gras, en particulier s'il y a déjà un plat qui contient du fromage dans le reste du repas. Par exemple, si vous avez fait une salade composée en entrée avec des dés de fromage, ne rajoutez pas un morceau de fromage en composant de produits laitiers. Il y a déjà, c'est pas la peine d'en remettre. Donc voilà, privilégiez plutôt les yaourts par exemple. Si votre collectivité est en mesure de trouver d'autres alternatives, par exemple des yaourts de soja ou d'autres choses comme ça, il y a des collectivités qui le font, d'autres qui ne le font pas. Voyez comme vous voulez, vous avez un produit laitier dans le repas si vous avez mis des dés de fromage en entrée, donc vous êtes dans les clous au niveau de la loi. Voilà, on reparlera du décret de 2011 un petit peu plus tard. En ce qui concerne l'apport en protéines, donc comme je l'ai évoqué, si on mange suffisamment, l'apport en protéines est garanti, en particulier quand il y a une diversité des aliments qui est suffisante. C'est le cas, a priori, sur les repas de collectivité. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'apport en protéines, qui, de toute façon, est relativement élevé. Donc, pas besoin de surcompenser à ce niveau-là. Tout va bien. Comme on l'a vu dans le guide, donc ça, c'est au niveau du CNRC, qui, du coup, indique Pardon, j'ai du bruit derrière, j'ai du mal à me concentrer. Oui, au niveau du CNRC, du coup, du groupe de travail nutrition. Voilà, excusez-moi. On a discuté du coup de la question de l'association entre les protéines et entre les légumineuses et les céréales. C'est une question qui est revenue énormément et sur laquelle beaucoup de gens étaient bloqués. Nous, au niveau de l'Association végétarienne de France, on sait que ce n'est pas quelque chose qui est absolument indispensable, mais on avait besoin d'une affirmation un petit peu catégorique à ce niveau-là. Et donc, il y a un appui technique qui a été demandé à l'ANSES, qui s'est prononcé sur ce sujet-là et qui indique bien que l'association entre légumineuses et protéines au même repas n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est vraiment une donnée qui est très intéressante au niveau de la restauration collective parce que jusqu'à présent, l'association céréales-légumineuses était quasi dogmatique et vraiment très, très présente dans toutes les conceptions de menus. Et puis enfin, du coup,
choisir plutôt des céréales complètes quand c'est possible. Ça se met en place plutôt bien pour les enfants un peu plus grands. Pour les maternelles, il vaut mieux rester sur des céréales blanches, au moins sur les premières années de maternelle. Et puis ensuite, quand on passe en primaire, passer sur des céréales complètes. Mais ce n'est pas forcément facile à mettre en place. Donc voilà, l'alternance entre les céréales blanches et les céréales complètes, elle peut se faire tout à fait bien à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve de toute façon dans le guide et vous aurez plus d'infos à ce niveau-là sur ces parties-là. Alors ensuite, une question qui revient très souvent, c'est cette question du rapport P sur L, donc protéines sur lipides. Moi, c'est un rapport qui m'agace un petit peu quand on le met à toutes les sauces. Au départ, ce rapport, il servait à estimer la qualité de la viande, en particulier parce qu'à l'époque où on a commencé à utiliser ce rapport-là, la viande qui était servie en restauration collective était de particulièrement mauvaise qualité. Du coup, on a ce rapport qui est persistant dans Pardon. Dans toutes les conceptions de menus, il est présent dans le jeu MRCN notamment, et il reste très prégnant et ça peut bloquer sur certains plats végétariens notamment. Donc il faut quand même se rappeler à quoi est-ce qu'il sert au départ, ce rapport. Il sert en particulier pour évaluer la qualité de la viande et pour les plats à base de protéines animales. Par la suite, on peut l'utiliser comme un indicateur sur d'autres plats, en particulier sur les produits ultra transformés, mais il ne faut pas se focaliser absolument sur cet indicateur-là, sur des plats végétariens, notamment des plats faits maison, comme je l'indique dans le guide, par exemple dalle de lentilles, en particulier si on le fait avec du lait de coco qui est du coup très gras. On peut avoir un rapport P sur L qui est défavorable, sans pour autant avoir un aliment qui est de mauvaise qualité. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant de remettre ça un petit peu en perspective et de comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ce rapport de manière à ce que ce soit cohérent par rapport à ce qu'on essaye d'évaluer. Donc, oui, on évalue un plat à base de viande, on garde le rapport, c'est vraiment pertinent. Si on évalue un plat végétarien, c'est intéressant de voir comment est-ce que ce plat est conçu. Est-ce qu'il y a plutôt des produits bruts dedans? Est-ce que c'est plutôt des produits ultra transformés? Est-ce que ça vaut le coup de le mettre comme une condition non négociable pour inclure ou non le plat dans le menu? En ce qui concerne le soja, alors je vais laisser plutôt Sébastien revenir sur cette partie-là parce que c'est sa partie préférée. Comme pour le reste, attention aux aliments ultra transformés. Il n'y a pas de nécessité d'en mettre à chaque fois. Il y en a beaucoup qui contiennent du soja. Si c'est un aliment que vous n'avez pas envie de mettre dans votre menu, c'est tout à fait possible de s'en passer. Mais je pense que la qualité va être plus à rechercher sur les aliments peu transformés que systématiquement sur les aliments sans soja. Et Sébastien pourra vous expliquer pourquoi le soja n'est pas notre ennemi systématiquement. Je te laisse. Oui, ouais. J'avais du mal à remettre mon micro en route. Et donc rapidement, effectivement, sur le soja, alors on est toujours en attente en fait au niveau officiel que l'ANSES se repenche dessus, en sachant qu'à l'heure actuelle, il s'appuie encore sur le rapport de 2005 de l'ANSES qui n'existait même pas. L'AFSA était prégnante à l'époque. Je vous passerai sur les conflits d'intérêts du groupe qui a rédigé cette partie-là. En tout cas, voilà, depuis 2005, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Et vraiment, on montre qu'il n'y a pas d'indicateur en fait de risque, notamment chez les enfants. C'est des données qu'on retrouve au niveau de l'Académie de pédiatrie américaine, au niveau de l'Académie de pédiatrie canadienne, au niveau de l'Académie des diététiciens du Royaume-Uni également. Enfin voilà, il y a plusieurs instances qui se sont positionnées là-dessus pour dire qu'effectivement, il n'y a pas de risque particulier, que tous les reproches qu'on a pu faire au soja n'étaient pas vérifiés. En fait, on a eu des inquiétudes parce qu'on a observé des choses, notamment chez des rats. Depuis, il y a des études qui ont montré qu'on n'était pas des rats. Et du coup, ça se passe pas trop mal pour nous. Comme je dis souvent, c'est un peu la limite d'expérimentation animale. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais moi, je sais que par exemple, on peut pas donner trop de chocolat à un chien, sinon ça se passe mal. Fort heureusement pour moi, mon métabolisme est différent
et me permet de pouvoir manger ma quantité de chocolat nécessaire à mon moral. Donc du coup, tout simplement pour indiquer qu'effectivement, autant les études chez les animaux ont montré quelques inquiétudes, autant dès qu'on fait des études observationnelles ou même des études d'intervention avec le soja, on se rend compte qu'il n'y a pas de risque particulier. Il y a même plutôt un bénéfice. Pour certaines personnes, pour la majorité des personnes, il va y avoir un bénéfice. Et puis pour certaines personnes, tout simplement, il n'y aura ni bénéfice, mais ni nuisance non plus. Donc c'est vrai que le soja, on le critique beaucoup, notamment l'industrie laitière critique beaucoup le soja. Mais dans les faits et dans la littérature scientifique, on est quand même beaucoup plus rassuré et rassurant pour le coup. Maintenant, voilà, reste effectivement, comme je disais, ces variés apports protéiques. Évidemment, manger du soja matin, midi et soir, ça peut potentiellement poser un problème, mais pas tant lié au soja qu'au fait qu'on se prive d'une variété d'aliments qui est autre. Et bien évidemment, comme le disait Perrine, attention aux produits ultra transformés, voilà, qui sont souvent à base de soja. Et là, effectivement, c'est plus le problème de l'ultra transformation, comme on va le voir à la diapo d'après. Et je repasse la parole à Perrine. Merci. J'aime pas trop le sujet du soja, mais je te laisse le faire. C'est plus facile. Donc pour terminer sur les aspects du contenu du guide, donc on a choisi de parler un petit peu des questions d'ultra-transformation, tout simplement parce que une grosse partie des plats et des aliments végétariens qu'on va pouvoir trouver en restauration collective, dans de nombreux cas, sont des aliments qui vont rentrer dans la colonne rouge des aliments ultra transformés. Donc cette classification-là que vous voyez sur les 4 colonnes, c'est la classification NOVA qui a été créée par des chercheurs brésiliens, justement pour évaluer la qualité des aliments et leur impact sur la santé en fonction de leur niveau de transformation. Donc on va avoir complètement du côté vert des aliments frais ou minimalement transformés, donc tout ce qui va être finalement directement consommable au plus proche de l'état où on peut le cueillir ou le trouver. Donc c'est tout ce qu'on va retirer, c'est la peau, les fans, etc., les choses qu'on ne va pas manger. Ensuite, on va avoir les ingrédients culinaires, donc tout ce qui va être farine, etc., qui est fabriqué à partir d'ingrédients complètement bruts. Ensuite, on va avoir les aliments transformés, c'est-à-dire ceux qu'on peut fabriquer à partir des 2 premières colonnes. Donc, par exemple, si vous faites du pain à la maison, vous êtes dans la colonne jaune, c'est un aliment transformé. Vous avez utilisé de la farine, de la levure, du sel, etc. Et de l'eau, et en fait, c'est à peu près tout. Et vous avez un aliment transformé. Par contre, si vous achetez du pain de mie en grande surface, là, vous avez un aliment qui est ultra transformé avec potentiellement d'autres additifs dedans et c'est des choses que vous ne pourriez pas faire à la maison. Et donc là, vous êtes plutôt dans le cadre de l'aliment ultra transformé. Donc, il a subi des transformations bien plus importantes que ce que vous auriez pu faire à domicile. Ces aliments-là ont été associés à davantage de risques de maladies non transmissibles comme le diabète de type 2, comme les maladies cardiovasculaires, etc. Et c'est une catégorie d'aliments qui est de plus en plus identifiée comme problématique, bien plus que, par exemple, les aliments au soja. Mais on a également des aliments ultra transformés qui sont faits à partir de soja, parce que le soja, c'est une protéine qui est très versatile et qui est très pratique à utiliser dans l'industrie. Donc, il y a parfois des intersections entre ces catégories-là. Donc, l'ultra-transformation, ça a des avantages. C'est pratique dans la mesure où vous allez avoir des produits qui sont faciles à utiliser, faciles à mettre en œuvre dans un restaurant collectif qui va avoir de nombreuses personnes à nourrir sur un temps très court, par exemple. Donc, effectivement, d'avoir cette possibilité d'avoir un plat de secours type nuggets végétaux, etc., parce que le plat principal a eu trop de succès et que vous êtes à court, c'est toujours bien d'avoir cette possibilité-là. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de quotidien, justement parce que l'impact santé, on le connaît de plus en plus et il est plutôt mauvais. Donc on va rester plutôt sur la colonne jaune, c'est-à-dire de la transformation, mais de la transformation maison. Et dans la mesure du possible, essayer de travailler au maximum avec des ingrédients frais, minimalement transformés.
je sais que ce n'est pas forcément facile pour toutes les cantines parce que tout le monde n'a pas une légumerie, tout le monde n'a pas les équipes nécessaires pour éplucher, tailler, râper, etc. Des légumes frais en quantité pour 700 ou 800 enfants, par exemple. Donc, il y a des contraintes et on utilise les produits qui existent, mais si dans la mesure du possible, on pouvait utiliser plutôt des produits bruts sans assaisonnement et faire les assaisonnements nous-mêmes, ce serait déjà un bon point en termes de qualité. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses à adapter en fonction de chaque collectivité, de chaque restaurant, parce que les cuisines n'ont pas toutes les mêmes possibilités et c'est à prendre en compte. Mais c'est bien d'avoir ces deux classifications. Donc d'un côté la classification Nova et puis en dessous le Nutri-Score qu'on connaît un petit peu plus, puisque c'est un score qui a été créé par les équipes du professeur Serge Hertzberg. Je ne fais que lire son nom, je ne sais pas comment il se prononce. Donc, désolée. Ce score, du coup, prend en compte un certain nombre de paramètres des aliments pour leur attribuer une note qui permet de comparer des aliments similaires. Évidemment, on ne va pas comparer une boîte de carottes, un sachet de carottes râpées sans sauce avec une plaquette de beurre, ce serait absolument pas pertinent parce que ces aliments ne sont pas comparables, ce ne sont pas du tout les mêmes catégories. Par contre, si vous achetez des carottes râpées, vous pouvez choisir des carottes râpées dans un sachet nature ou des carottes râpées avec la sauce qui est déjà mise dedans et là, vous allez avoir une différence qui est pertinente sur le score. Si vous rajoutez vous-même la sauce, vous savez ce que vous avez mis dedans. Et donc là, vous avez une vision de ce que ça représente en termes de qualité nutritionnelle grâce à ce Nutri-Score. Ça s'applique très bien dans la restauration collective s'il y a des produits effectivement qui sont achetés et qui peuvent être évalués de cette manière-là pour faire ce type de choix, ce type d'arbitrage entre un produit ou un autre. Donc, dans la mesure du possible, nous, on recommande de choisir le fait maison, mais on est bien conscient que ce n'est pas possible partout à 100%. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire à mi-chemin certains produits industriels parce qu'ils sont pratiques, d'autres qu'on peut faire nous-mêmes et du coup prendre le temps de découvrir des recettes, peut-être de recommander aux collectivités et aux décisionnaires dans les collectivités d'embaucher des formateurs pour former les équipes des cuisines sur la cuisine végétarienne, par exemple. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire comme ça pour faire en sorte que ça se passe mieux. Voilà, en gros sur le contenu du guide, mais vous avez 20 et quelques pages d'informations plus complètes à regarder qui sont disponibles et en PDF et en version HTML sur le site VG Cantine. Donc, je continue un petit peu sur le contenu du guide. Il y a aussi donc tout un principe environnemental. Vous retrouverez toutes les études donc disponibles dans le guide, comme on vous l'a indiqué. On sait que effectivement la demande de viande et de lait est directement proportionnelle du coup à l'élevage intensif qui est nécessaire pour répondre à cette demande. Que la majeure partie des antibiotiques utilisés de par le monde sont utilisés pour l'élevage et du coup ça entraîne un problème d'antibiorésistance. C'est un problème qui a été pointé par l'OMS, qui pense vraiment que dans les années et décennies à venir, ça va devenir un problème de plus en plus prépondérant. On voit déjà parfois à l'hôpital des bactéries pour lesquelles on n'a pas d'antibiotiques qui sont efficaces, donc c'est un réel problème. Ce qu'on appelle les zoonoses, on a eu un exemple très prégnant cette année, mais c'est toutes ces maladies en fait qui démarrent chez les animaux, et notamment dans l'élevage intensif, et dans notre rapport en fait avec les animaux considérés comme un aliment qui du coup crée cette proximité qui permet à des maladies qui ont un point de départ d'abord animal de passer à l'homme. On a vu les grippes aviaires, on a eu la grippe porcine en 2011. Enfin, on a plein d'exemples de zoonoses comme ça et qui sont directement liés à notre alimentation. Au niveau de la pollution des sols, on a l'exemple très, très simple, par exemple, de la Bretagne. C'est-à-dire que la Bretagne, avec l'élevage porcin intensif qui est fait, toutes les nappes phréatiques qui sont présentes, en fait, sont complètement polluées par les nitrates et ne sont du coup pas utilisables. L'eau des nappes phréatiques ne sont pas utilisables, ce qui pose un réel problème. Et du coup, c'est un peu étonnant de le dire comme ça, mais en Bretagne, on a des problèmes d'eau, très clairement, mais d'eau potable, en fait. Et on le sait aussi que c'est un secteur qui est le principal au niveau de l'émission des gaz à effet de serre. Et comme je vous disais, il y a encore eu un papier ce matin sur le méthane. Donc c'est un réel problème
que l'introduction d'un repas végé par semaine permet déjà d'endiguer, et d'autant plus si on augmente la fréquence. Donc, comme je disais, l'ONU pointe les différents risques en fait d'avoir des pandémies comme on a eu cette année, et notamment donc la forte demande en protéines d'origine animale, le fait qu'il y ait un changement du climat et on sait combien notre alimentation est vraiment prépondérante dans ces gaz à effet de serre, et effectivement tout le problème de l'élevage en fait qui pose un vrai souci. La partie droite de la diapo, c'est ce qu'a du coup mis en ligne Samantha Casbonne, donc la députée à l'origine de la loi, et qui indique un petit peu le bilan carbone et le bilan en termes d'eau que sa loi a permis d'économiser depuis qu'elle a été mise en place. Et donc, on se rend compte que c'est quand même loin d'être négligeable. Notre alimentation, notamment la restauration scolaire, c'est quand même 6 millions de repas en moins, comme elle l'indique. Et du coup, ça a vraiment un impact qui est fort. Vous retrouverez d'autres choses dans le guide par rapport à l'environnement. Là, j'ai mis ces choses-là qui étaient un peu plus récentes pour agrémenter les choses. Et maintenant, je vous remercie pour votre écoute et on vous écoute. C'est à vous. Merci. Je vais remettre l'affichage de galerie. Je ne sais pas s'il y a des réactions particulières. Il y en a eu dans le chat, mais ça peut être intéressant d'avoir ces échanges plutôt à l'oral. Donc, je ne sais pas s'il y a un petit rapport d'étonnement à la lecture ou en écoutant les deux intervenants. Moi, je voudrais réagir sur une question qui a été posée. Elle n'est pas de moi, cette question, mais j'ai vu que quelqu'un avait demandé quels pouvaient être les bénéfices du soja. Et c'est vrai que c'est toujours le grand débat quand on est en formation, de dire, bon, ok, je ne suis pas contre, mais pourquoi je serais pour? Je ne sais pas si vous avez des éléments pour nous aiguiller là-dessus. Alors, je vous mettrai en lien. On a fait toute une fiche en fait sur le soja qui est en ligne sur le site de l'AVF. Okay. Mais grosso modo, alors les bénéfices qu'on peut retrouver. Alors déjà, il faut savoir que c'est un aliment assez équilibré en termes de protéines, même si comme on l'a vu, c'est pas un problème, qui est pauvre en acides gras saturés, donc qui contient plutôt des bons lipides entre guillemets, du bon gras. Et voilà. Et les bénéfices qu'on peut en tirer. Alors, on observe. C'est toujours assez fragile les études dans l'alimentation. Faut toujours être assez prudent dans ce qu'on dit. Mais les bénéfices, c'est un meilleur équilibre au niveau donc des acides gras du corps, c'est-à-dire au niveau au niveau de l'équilibre du cholestérol notamment. On a moins de syndrome métabolique. On voit effectivement qu'il y a un certain nombre de bénéfices liés, notamment au niveau cardiovasculaire, notamment quand c'est consommé dans l'enfance. On le constate aussi sur certains cancers hormonodépendants. Comme je vous disais, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'on en a consommé dans l'enfance ou pas? Ça joue. Qu'est-ce qui diffère en fait là-dedans? C'est effectivement des changements au niveau du microbiote, c'est-à-dire les bactéries qu'on a dans les intestins qui nous permettent plus ou moins de digérer, qui transforment plus ou moins le soja. Il y a des gens qui ont des bactéries qui leur permettent d'avoir un bénéfice de cette consommation, plus particulièrement dans les pays asiatiques, parce que la consommation se fait aussi plus dans l'enfance. Enfin, il y a un côté culturel. Et d'autres personnes qui n'ont pas ces bactéries ou en moins grand nombre et qui auront du coup moins de bénéfices. En tout cas, on n'a pas retrouvé vraiment d'éléments en défaveur. Moi, à chaque fois que j'interviens sur le soja, je demande quelque chose, et je vous le demande aussi, si jamais vous avez des études qui tendraient à prouver la dangerosité du soja, je suis tout à fait preneur de ces études-là et jusqu'à maintenant, on m'a rien donné, on va dire, de probant. Il y a des choses sur les compléments de soja, mais c'est autre chose pour le coup. Mais en termes alimentaires, chez l'être humain, et j'insiste beaucoup là-dessus, comme je vous l'ai dit, chez les rats, on a pu montrer des trucs, mais on n'est pas des rats. Donc voilà, chez l'être humain, c'est avec quoi? Moi, j'ai encore une fois pas d'intérêt financier dans le soja. Je gagne rien sur le soja. Ce qui m'intéresse, c'est de donner les bons conseils aux gens. Donc, si jamais vous avez effectivement des études qui montreraient quelque chose de négatif, je suis preneur, vraiment. Mais pour le moment, on m'en a pas envoyé en tout cas. En sachant effectivement, alors juste parce que des fois on parle de la déforestation liée au soja, faut savoir que le côté environnemental lié au soja, il est lié en fait à l'élevage. La déforestation qu'on peut voir en Amazonie, c'est pour faire des tourteaux de soja, pour nourrir en fait après les animaux d'élevage. Le soja qu'on trouve, il est en France pour l'alimentation humaine, il est fait en France pour la plus grande partie. Alors, il y a un circuit aussi nord d'Italie et un peu en
un peu en Espagne, mais principalement voilà local, quoi, principalement français en fait. Et du coup, sans OGM, sans plein de trucs où on peut se poser des questions, hein, même si la question des OGM ne rentre pas dans le cadre du guide, mais pourrait être discutée. Mais voilà, et très souvent bio, effectivement. Je vois qu'Éline a rajouté la fiche effectivement du soja. Il y a beaucoup plus d'éléments dedans, et à chaque fois que je donne un élément, je cite les études sur lesquelles je m'appuie pour donner ces éléments-là. C'est très important d'avoir des études derrière. On peut avoir un avis, hein, on en a tous, mais après, est-ce qu'on a les études nécessaires pour sous-tendre cet avis? C'est là où c'est important. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des études contradictoires sur le soja, je suis preneur. Juste, pardon, excusez-moi, je me permets juste d'amener un éclairage pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle, c'est le site de la Sojaxa, pour toutes les personnes qui recherchent des informations sur le soja, sur ses usages, sur l'histoire aussi de cette plante, qui est au départ cultivée depuis des millénaires en Asie, moins connue en Europe, qui est arrivée début du XXe siècle en Europe. J'ai travaillé auparavant chez un des gros acteurs du soja, c'est pour ça que je me permets de donner cette information. Et je rebondis sur ce que vous dites, c'est vrai que jusque-là, il n'y a aucune étude probante qui tendrait à indiquer qu'il y a un danger pour la consommation humaine, et en Europe et aux États-Unis, puisqu'on a quand même quelques générations de recul déjà. Mais je crois qu'à titre de précaution en France, l'ANSES recommande de ne pas donner de produits à base de soja aux enfants de moins de 3 ans. C'est toujours parce qu'en France, on a un principe de précaution qui s'applique. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des questionnements sur une possible action de perturbateur endocrinien, mais qui pour l'instant, il faudra en consommer des quantités vraiment très, très, très élevées. Et c'est vrai que chez des personnes qui sont, par exemple, je crois, véganes et qui consomment quotidiennement du soja, on a pu notamment chez des jeunes femmes voir des perturbations du cycle menstruel ou des choses comme ça. Mais il faut vraiment en consommer quasiment tous les jours, tout le temps, sur des mois et des mois et des mois. Je crois que si on inclut ça dans des repas scolaires occasionnellement, ça ne doit pas poser de problème. Voilà, c'était juste le petit éclairage que je voulais amener en plus. Et c'est vrai que quand on a des études, c'est souvent sur le bétail, par exemple, on nourrit à base de tourteaux de soja, où là, effectivement, on a vu des choses pas très positives qui ont lieu sur des saumons mâles, par exemple, ou voilà. Enfin bon, mais c'est pas du tout comparable à l'alimentation humaine. Et c'est à base de soja qui souvent est génétiquement modifié, qui vient ou d'Amérique du Sud ou des États-Unis. Alors qu'en France, on a une culture de soja qui est sans OGM. Et donc, quand on a des aliments transformés à base de soja, si le soja n'est pas OGM, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, c'était juste… Je crois que Perrine voulait réagir. Et après, si vous avez d'autres questions, je veux bien qu'on passe aussi à d'autres sujets parce que l'heure tourne. Et je suis chargée d'animer. Et là, on est vraiment en retard. Et vas-y, Perrine. Non, mais c'est bon, du coup. Voilà, comme disait Sébastien, il faut bien garder à l'esprit qu'on est des humains, on n'est pas des rats, on n'est pas des saumons non plus. Donc effectivement, des choses qu'on peut voir et qui sont préoccupantes chez des animaux, il faut le remettre en perspective. Et ce qu'on recherche, nous, en termes de dangerosité, et des études sur la dangerosité du soja, par exemple, c'est bel et bien des consommations alimentaires à hauteur de ce qu'on peut consommer dans l'alimentation quotidienne et pas sur des consommations excessives. Évidemment, si on mange que du soja, mais pareil, si on mange que de la viande ou si on mange que du brocoli, il va se passer des trucs pas cool. Mais parce qu'on mange qu'un seul aliment. Et voilà, ça peut pas être considéré comme une donnée suffisante en fait pour dire non, il faut pas donner de soja par exemple aux enfants en bas âge parce que si des jeunes filles mangent que ça, elles vont avoir des problèmes. Oui, mais si elles mangeaient que des brocolis ou que de la viande, elles auraient des problèmes aussi. Probablement pas les mêmes, mais voilà, la diversité alimentaire, ça fait réellement partie de la base de l'équilibre alimentaire. Donc c'est important de remettre ça en perspective. Donc, comme vous disiez, effectivement, en servir une fois de temps en temps, que ce soit à la cantine ou à la maison, ça ne pose pas de souci. Et c'est sur ce type de consommation qu'on veut avoir des études, et ce qu'on n'a pas, mais qu'on serait ravis de lire si vous en avez et que vous voulez les partager.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions à chaud sur le guide? Moi, j'ai une question sur Egalim. Ouais. En fait, est-ce que vous savez si Egalim a vocation à aller plus loin que uniquement le milieu scolaire et à s'appliquer, par exemple, dans la restauration collective au sens large, à toucher tous les domaines de la restauration d'entreprise, la restauration en milieu militaire, par exemple. Je crois que ça va plus loin maintenant que le scolaire. En tout cas, c'est prévu. Merci. Je pense que Sébastien pourra le mieux répondre à cette question. Alors oui, effectivement, là, il y a une loi qui a été lancée. L'idée derrière, après, c'est d'étendre à toute la restauration collective et pas seulement, effectivement, pas seulement en milieu scolaire. Mais pour le moment, c'est un peu, alors notamment spécialisé sur les plats végétariens, mais là, c'est pour ça que c'est important aussi cette expérimentation-là, qu'elle se passe le mieux possible. C'est que l'idée derrière, c'est de pérenniser les choses en fait. Comme on vous a indiqué là, tous les pros, quoi, tout ce qui est attendu, tout le bénéfice attendu en fait de cette introduction-là est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on regrette un peu que certaines choses se passent un petit peu de manière on va dire désordonnée, sans réelle conduite à tenir de la part du CNRC par exemple. Alors, le guide va arriver aussi, mais il va arriver quasiment 1 an après la promulgation après que la loi soit appliquée. Qu'alors la loi, il y avait 1 an qui était entre la promulgation de la loi et l'application de la loi, il y a eu 1 an. Et il s'est rien passé avant le octobre. Et c'est des choses qu'on regrette un petit peu. Mais c'est pour ça qu'on essaye, nous, à notre niveau, sachant qu'on n'est pas le ministère de l'Agriculture, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes moyens, de faire quelque chose qui puisse aider au mieux. Je vois que Madame Laurent-Élise a une question. Oui, alors juste avant que Madame Laurent prenne la parole, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à cette question de est-ce que ça va déborder du cadre scolaire? Il faut bien garder en tête qu'actuellement, toutes les obligations en termes de restauration collective, elles sont toutes focalisées sur le scolaire. Donc, par exemple, l'arrêté de 2011, etc., ça concerne la restauration collective scolaire. Il y a beaucoup de choses. Excusez-moi, j'ai mangé un truc, j'ai... Pardon. Il y a beaucoup de choses en termes de législation qui sont d'application obligatoire chez les scolaires et qui sont d'application volontaire dans les autres types de restauration collective. Donc, par exemple, le GMRCN, typiquement, même si c'est obsolète et qu'on peut être contre tout ce qu'on veut, ça reste un outil qui est utilisé massivement en restauration scolaire. Et vous voyez, j'ai dit restauration scolaire, mais il y a d'autres populations qui sont prises en compte dedans. Donc, on peut l'appliquer ailleurs, mais l'obligation et souvent la mise dans les contrats de marché, elle se fait surtout à l'école. Donc, rien n'empêche une collectivité d'adultes de prendre la décision de faire du végétarien, que ce soit tous les jours, 1 fois par semaine. C'est possible en fait, parce qu'il y a les obligations, elles ne sont pas du tout les mêmes en termes législatifs. Si vous voulez, dans un restaurant d'entreprise, servir du steak et des frites tous les jours, il n'y a rien qui vous en empêche. Probablement que les gens qui viennent, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre. Donc, la variété qui existe dans ce type de restaurant scolaire, elle vient aussi de la demande des convives d'avoir de la variété, d'avoir un bar à salade, d'avoir des pizzas, d'avoir tout un tas de choses. Si vous proposez du végétarien, vous pouvez tout à fait le faire et il n'y a rien qui vous en empêche. Vous pouvez aussi proposer une option végane quotidienne si ça vous dit, parce qu'il n'y a rien qui vous en empêche. On n'est pas du tout sur le même contexte d'obligation que dans la restoco scolaire, où là, du coup, on est réglé et figé dans un certain nombre, par exemple, de fréquences de grammage, etc., qui découlent de l'arrêté de 2011, mais qui ont été interprétés ensuite par le GMRCN, et ça ça a essaimé dans tous les services de diététique et qui est utilisé massivement et rendu obligatoire par la mise dans les contrats de marché, etc. Donc, on n'est pas du tout dans le même type d'obligation, sachant que par la suite, il serait intéressant que légalement, il y ait des choses qui soient mises en place pour obliger à un minimum. Je ne peux qu'être pour ce type de démarche, mais si l'application est volontaire et si la demande vient des convives, vous pouvez faire un restaurant d'entreprise entièrement vegan. Ça posera probablement plus problème dans des collectivités fermées, comme par exemple le milieu hospitalier, le
milieu militaire, certainement, où il doit y avoir, j'imagine, un certain nombre de règles à suivre en termes d'équilibre alimentaire, mais qui vont être spécifiques. Et puis dans le milieu pénitentiaire, encore une fois, il faudrait avoir une conversation justement avec les détenus pour savoir si eux, ils ont envie d'avoir des menus végétariens, comment est-ce qu'on peut le mettre en place, etc. Mais là, on dépasse clairement le cadre du scolaire. Et je pense qu'on dépasse le cadre du bénévolat aussi, et il faut que ces choses-là soient mises en place à grande échelle et un peu plus sérieusement que par juste le CNRC et ses membres bénévoles. Merci Perrine. Donc on avait la question de Madame Laurent. Il y a aussi Olivier qui a une question. Donc je vous propose de la poser brièvement, d'avoir une réponse synthétique et puis qu'on puisse avancer sur la prochaine présentation. Bonjour à tous, c'est juste très rapide. En fait, moi je travaille pour une start-up qui s'appelle Ariane Co. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Et on fait des galettes et des boulettes à base de légumineuses françaises. Le but, c'est d'être bio, sans additifs, sans OGM, etc. Et en fait, la question que je me posais, c'était est-ce que on peut se classer comme dans le classement de Nova comme aliments transformés et non comme aliments ultra transformés. Parce qu'en soi, on n'a pas d'additifs et c'est juste des légumineuses, des légumes, des épices qui sont assemblés, mais c'est un process industriel. Alors ça, il faudra voir certainement plus en détail avec le classement, dans la classification Nova, quels critères sont essentiels pour passer d'une colonne à l'autre. Mais en fonction de ce que vous avez comme ingrédient, ça peut être possible. Après, c'est certainement des questions à poser au niveau de... Enfin, des questions, peut-être juste une recherche déjà à faire au niveau de la classification Nova et de quels sont les critères précis, pas simplement les colonnes très vulgarisées, très récapitulées qu'on a pu mettre dans le guide. Ça, c'est des choses que vous devriez pouvoir trouver normalement. C'est dans les études qui ont été faites sur la classification Nova, il doit y avoir une explication des critères. D'accord. Merci. Mais en tout cas, c'est très intéressant et constructif parce qu'en effet, il n'y a pas beaucoup d'informations et pour communiquer auprès des clients, je trouve que c'est compliqué parce que GMRSN se fait un peu vieux et il doit être réévalué, je crois, il n'y a pas très longtemps. Le groupe n'existe plus et le document est toujours utilisé et il y a clairement besoin qu'un autre document prenne la place de celui-ci, mais on n'y est pas encore. Voilà. Du coup, on enchaîne peut-être. Oui, moi c'est bon. Ok, merci très bien. beaucoup. Éline, je te laisse reprendre. Juste, je pose ma question puisque voilà. J'ai été interpellé récemment par une prof de collège qui m'expliquait que dans son collège, donc, il n'y avait pas d'alternative VG une fois par semaine. Donc, clairement, il ne respectait pas la loi Egalim. Elle a posé la question à son directeur qui lui a dit bah, si, mais c'est tout à fait possible, ils n'ont qu'à prendre l'accompagnement. Donc, c'est un petit peu choquant quand même. Et je me dis quel recours est-ce qu'on a envers des établissements qui ne respectent pas cette loi? Alors ça, je peux vous répondre. Alors, envers les établissements qui ne respectent pas la loi, déjà, je vous invite à nous les signaler très clairement, à nous envoyer un mail à contact@vgcantine.fr, tout simplement parce que nous, c'est des établissements qu'on affiche sur une carte, ce qui généralement leur déplaît un petit peu d'être affichés en rouge en disant qu'ils ne respectent pas la loi. Après, la loi Egalim, il faut savoir, la partie notamment sur les repas végétariens a cette particularité qui est une loi où il n'y a pas de sanction prévue en cas de non-application. C'est pour vous donner un peu une idée quand même de ce qui a été fait derrière pour limiter au maximum cette loi. Ça fait l'implication de cette loi. C'est une question qui a été posée aux députés et il n'y a pas de sanction prévue en cas de non-application. Donc c'est pour ça qu'on les affiche. On avait prévu en fait, notamment en milieu d'année là sur mars-avril. Au départ, on devait entre guillemets, mettre devant le tribunal certaines localisations qui incitaient carrément à ne pas, conseils départementaux qui incitaient à ne pas respecter la loi. Il se trouve que l'actualité, il y a eu d'autres choses qui se sont passées à cette période-là et du coup, ça n'a pas abouti. Tout simplement pour mettre au fait, en fait, au niveau populaire, on va dire, pour qu'on se rende bien compte des établissements. Quand on voit les bénéfices attendus de cette loi, qu'on puisse considérer qu'on est autorisé à pas la mettre en place. Moi, j'aimerais bien entendre effectivement les gens qui la mettent pas en place sur comment ils se justifient en fait. Quand on voit vraiment
tous les bénéfices attendus et qu'on montre encore hein, avec la diapo de la députée Samantha Cazbonne que je vous ai montré. Quoi. Il y a vraiment des bénéfices attendus. Donc, comment ils justifient d'être hors la loi? Je serais intéressé qu'ils le disent de manière publique. Mais après, nous, déjà, voilà, on les affiche et ça a montré vraiment son efficacité. Il y a quand même plusieurs établissements qui, une fois qu'on les ait soit contactés, soit affichés sur la carte, qui sont revenus nous voir en nous disant « Ah non, non, mais finalement, on a fait le nécessaire et qu'on n'a plus à être indiqué une grosse croix rouge sur votre carte. » quoi. Donc, vraiment, c'est, comment dire, l'opinion publique est importante dans ces moments-là, dans la mesure où, effectivement, au niveau de la loi, il n'y a pas de sanction prévue. Super, la seule merci. sanction qu'on peut mettre en place, c'est la sanction de la honte face à les végétariens, parce qu'il n'y a pas trop d'autres options. Donc, on affiche. Donc, n'hésitez vraiment, vraiment pas si dans les cantines de vos enfants, si dans les cantines de votre localisation, de votre localité, etc., vous voyez que les menus végétariens ne sont pas là, ou de manière très aléatoire, ou que à base d'œufs et de fromage, à les envoyer vers VG-Cantine et puis à nous les signaler si vraiment vous voyez qu'ils sont réfractaires et qu'ils font exprès de ne pas l'appliquer. Ça arrive aussi qu'il y ait des toutes petites cantines qui ont eu les infos hein, forcément, mais qui n'ont pas forcément les moyens techniques de modifier leur menu et leur repas actuel, ou qui n'ont pas forcément les formations pour mettre en place des menus différents, etc. Donc des fois, il y a des freins qui sont aussi des freins un petit peu involontaires. Ce n'est pas forcément que de la mauvaise volonté. Donc là, on ne va pas forcément les afficher, mais on va plutôt essayer d'informer. Par contre, clairement, ceux qui affichent une mauvaise volonté manifeste en disant publiquement qu'ils n'appliqueront pas la loi et qu'ils serviront exprès de la viande et du poisson à tous les repas, ceux-là, on les affiche volontiers. Merci pour ces précisions, je vais faire suivre. Merci beaucoup, on s'en occupe. Je vais laisser la parole à Sébastien du coup pour vous présenter ce qui se passe à Montpellier avec l'introduction donc, de repas végétariens comme prévu par la loi, mais aussi d'un repas végétalien une semaine sur 2. La parole est à toi. Donc effectivement, je vais mettre les diapos donc sous le regard de Madame Richer-Granier, effectivement. Donc j'ai beaucoup discuté avec Monsieur Luc Lignon, qui est donc sur Montpellier et sur l'introduction des repas. Il pouvait malheureusement pas se joindre donc à nous ce soir, mais il m'a permis d'utiliser ces diapos et de faire un petit retour d'expérience qui, comme vous allez voir, est assez intéressante. Donc vers une nouvelle offre nutritionnelle en restauration scolaire. Donc Montpellier, ils ont beaucoup insisté sur la pédagogie. Quand j'ai discuté avec Monsieur Lignon, c'était vraiment le maître mot. Et donc ils l'ont quand même inscrite dans le plan alimentaire depuis 2016, l'introduction des repas végé. Et très rapidement, ils en ont parlé au conseil municipal des enfants. C'est-à-dire comme il me disait, le fait de faire participer les enfants est fondamental dans l'acceptation des repas. Et ça a entraîné des discussions en classe. Ça a permis d'abord de faire effectivement, on va dire, un repas test, c'est-à-dire de proposer une journée où, au vu du développement durable, au vu des plans du climat, au vu de plein de choses, ils ont pu lancer un repas végé. Donc une introduction qui a été progressive. Au début, c'était un repas tous les 3 mois, puis un repas tous les 2 mois. Puis petit à petit, c'est devenu de plus en plus fréquent. Il y a eu aussi une formation du personnel qui a été très importante, comme on le rappelait avec Perrine lors de notre présentation. Si la personne qui vous sert à manger fait la tête en vous servant le repas, ça coupe déjà un peu l'appétit. Je pense que c'est quelque chose qu'on a pu observer pour ceux qui ont avec des enfants, comme moi je joue encore avec mon fils de 2 ans hier. Il voulait pas manger un nouveau truc, je l'ai pris, j'en ai mangé un bout, il me l'a enlevé des mains pour le manger lui, quoi. C'est dans le doute, je sais pas trop, mais si l'adulte le mange, il n'y a pas de souci, il faut y aller, quoi. Effectivement, il a beaucoup insisté aussi sur favoriser le fait maison. C'est-à-dire, effectivement, il y a le côté pratique du plat industriel, mais il n'y a pas le goût qui va avec. Et les enfants, le goût, c'est quand même important. Et il y a toute cette éducation au goût qui était très importante aussi pour la ville de Montpellier et qui a permis effectivement le développement de ces repas. Donc, je vous disais, voilà, ils ont fait des jeux avec les enfants, ils en ont fait un livret pour qu'ils puissent s'approprier les choses, pour que ça soit effectivement pour une alimentation saine, de qualité, éthique et durable, de dire d'où venaient les choses. Vraiment, ça a introduit des discussions hyper intéressantes avec les enfants et ce qui a permis petit à petit d'augmenter la fréquence de ces plats.
en insistant sur des choses importantes. Donc, eux, ils n'appellent pas ça le repas végétalien, mais le repas alternatif éco-citoyen. Car très clairement, par rapport au climat, pour la planète, pour plein de choses, donc ils ont axé sur des choses qu'on retrouve aussi dans la loi Egalim, que ce soit sur l'agriculture biologique, sur le local. Ils étaient en avance en fait sur la loi qui a eu lieu. Sur une cuisine plus traditionnelle et comment préserver tout ça et avoir quand même quelque chose qui a du goût. C'est important quand même que ce qu'on sert, ça ait du goût. À un moment donné, c'est fait pour être mangé. Donc, ils y sont allés vraiment étape par étape. En 2018, ils étaient encore à 31 menus, dont 10 alternatifs. Et petit à petit, ça a augmenté. Et le nombre d'alternatifs a aussi augmenté. Et donc, depuis septembre 2019, donc les 4 repas végétariens par mois, dont 1 sur 2 alternatifs avec des repas donc sans protéines d'origine animale. Ils ont fait toute une étude dessus. Il y a notamment, alors je vous laisserai, là je la présente pas, mais ils ont participé donc à l'étude en SCOL aussi, qui montre des résultats très intéressants. Et vraiment, voilà, ils ont essayé de diminuer au maximum les plats issus de l'agroalimentaire industriel pour vraiment être sur de l'artisanal et sur du produit sain, tout simplement. Donc, au niveau de l'aspect nutritionnel, ils ont fait pas mal d'études aussi. Et ce qu'ils montrent, c'est donc pour les objectifs par repas en protéines, c'est 30 à 40%. Un repas protéiné avec de la viande et du poisson, on est à 64% des apports journaliers recommandés en protéines. Donc, on va dire que c'est un petit peu trop. C'est déjà ce qu'on avait retrouvé. Greenpeace a fait tout un rapport là-dessus. Donc, il y a l'étude INCA 3 aussi, alimentaire de l'ANSES, qui le montre. Les enfants en cantine scolaire, si on respecte le feu GEMRCN, on est à 2 à 4 fois les protéines nécessaires. Donc, c'est vraiment, en sachant que l'excès de protéines, notamment d'origine animale, est quand même dramatique pour la santé. Et donc, on voit que dans les répartitions, finalement, le repas alternatif, il est plutôt plus équilibré finalement que d'autres repas. Le repas végétarien se défend aussi pas mal. Mais voilà, on se rend compte qu'en termes nutritionnels, on est sur quelque chose qui n'est pas aberrant, en fait. Ce qui est important aussi. Et très, très important, c'est la satisfaction de l'offre alimentaire qui est proposée par le plan alimentaire durable. Et on se rend compte que les menus avec protéines, les menus végétarien alternatif, on a une satisfaction qui est quand même là sur le menu alternatif et qui est important à considérer. Je vais relativement vite sur cette expérience qui est pourtant très très intéressante, qui vraiment montre comment cette introduction faite de manière réfléchie, de manière argumentée, c'est-à-dire on n'a pas dit aux enfants c'est comme ça et puis c'est pas autrement, mais on leur a expliqué, on leur a amené les choses et on se rend compte qu'effectivement ça fonctionne. Donc pour conclure assez rapidement, il montre quand même clairement que l'implication des enfants et du personnel, c'est fondamental, qu'on peut arriver à des repas avec un apport nutritionnel qui est satisfaisant, que le fait de favoriser les faits maison, il me rapportait en fait ce retour, on va dire, sur le conseil municipal des enfants, où les enfants disaient, vous avez fait aimer les brocolis, quoi. Ils disaient, nous, on n'aimait pas ça, mais finalement, préparer un peu différemment, un peu arrangé, c'est quand même quelque chose qui peut avoir du goût, qui peut être plaisant. Et surtout, ce qu'ils ont noté, c'est le moins de gaspillage. Il faut savoir que le gaspillage en restauration collective, c'est quelque chose qui est incroyable, quoi. Mais notamment, alors c'était une des critiques du GMRCN assez fréquente, c'est qu'ils proposent des portions qui sont un peu démesurées par rapport à la taille de l'estomac des enfants. Donc c'est bien parce que sur le papier, ça apporte tous les nutriments, mais quand on en jette la moitié, à un moment donné, c'est compliqué de savoir ce qui est réellement mangé. Tandis que là, on se rend compte que c'est des repas où vraiment le gaspillage diminue. On a eu l'expérience de Lille aussi, qui montrait comme ça, ils sont passés à 2 repas par semaine parce qu'effectivement, ils ont vu qu'il y avait 30% de gaspillage en moins les jours où c'était des repas végés, quoi. Donc à un moment donné, moins de gaspillage, c'est hyper important. C'est vraiment un des postes aussi qui doit être regardé, notamment pour tout le reste, c'est-à-dire en termes d'implication pour la planète, en termes de durabilité des choses. Et c'est donc une expérience qui est vraiment intéressante. Alors, je résume beaucoup là. Luc Lignon a eu beaucoup plus de plaisir à vous le présenter. Il aime beaucoup en parler, il le fait avec brio. Mais si jamais vous avez l'occasion je vous rappelle l'étude en SCOL, qui montre un petit peu ça, qui montre des choses qui apportent plus d'éléments, qui revient effectivement aussi sur le fait que les plats à l'œuf et au fromage, c'est pas vraiment ce qu'il faut. Car encore une fois, la diversité vraiment de l'apport protéique, se voit beaucoup sur les légumineuses, sur les céréales complètes, sur les protéines qu'on a moins l'habitude de manger. Et donc, il le rappelle aussi dans ses diapos, les enfants en sensibilité aujourd'hui seront les consommateurs éclairés de demain.
Il faut savoir qu'il me rapportait notamment que la manière dont ça a été fait, il n'y a eu aucune plainte des parents, quoi. Les parents ne sont pas plaints à un moment donné de l'introduction de ces repas parce que les enfants étaient contents. Et je crois que, encore une fois, si vous êtes parent, à partir du moment où votre enfant il vous dit qu'il a bien mangé à la cantine, c'est déjà un bon soulagement, quoi. Donc, après, d'autres études ont montré que c'était aussi important que les enfants soient contents parce que ça apporte, après, dans les familles, ça permet l'introduction de ces aliments-là, en fait, et de permettre un changement, une transmission, on va dire, verticale, pour le coup, de l'enfant aux parents, et de permettre effectivement que cette variété d'apports protéiques, reposant davantage sur les protéines d'origine végétale, soit transmis à toute la famille. Voilà, je vous remercie. Si jamais vous avez des questions, alors j'essaie d'y répondre au mieux au vu des discussions que j'ai pu avoir avec Monsieur Lignon. Mais voilà, ce retour d'expérience, je trouve, est vraiment encourageant en tout cas. Merci beaucoup. S'il y a des questions, du coup, effectivement, on va essayer d'y répondre. Sinon, on peut les noter et demander éventuellement à Luc s'il veut bien y répondre. De toute façon, on va vous envoyer un compte-rendu des échanges. Il y avait une première question de Justine sur le gaspillage. Je ne sais pas si tu veux y répondre à haute voix, Perrine. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on a moins de gaspillage quand on a des menus végétariens? Il y a plusieurs choses. D'une part parce que les portions sont en général adaptées, même si en théorie on est en mesure de faire des demi-portions quand on sert de la viande, c'est pas toujours fait. Donc si c'est trop, les enfants vont forcément finir. Et aussi parce que il y a des enfants qui n'aiment pas la viande ou qui n'aiment pas la manière dont elle est cuisinée ou qui, pour des raisons confessionnelles par exemple, ne vont pas consommer la viande, même si ce n'est pas du porc. Et donc cette viande va être jetée en entier parce qu'ils ne peuvent pas réellement la refuser au moment du service. Donc quand on leur sert un repas végétarien, finalement, c'est un repas qu'ils peuvent manger et donc qui ne va pas être gaspillé. Après, il y a plein de raisons, ça dépend aussi de comment est-ce que c'est cuisiné, de comment est-ce que c'est présenté, si la personne qui a fait le service tirait la tronche ou pas. Enfin, voilà, le gaspillage, c'est une question qui est très complexe. Mais globalement, je crois que c'est à Lille où ils avaient fait une étude justement sur une mesure des taux de gaspillage sur les plats végétariens et sur les plats classiques, et où la diminution du gaspillage était juste phénoménale en passant à un plat végétarien, en particulier parce que il n'y avait pas de viande à gaspiller et que c'était ça qui occupait une grosse place dans la poubelle. Et en complément, si je peux me permettre, il y a un rapport de l'ADEME qui précise que la part de protéines animales qui est gaspillée dans la restauration collective a évidemment un impact très important sur la planète, puisque c'est générateur, on le sait, de CO2, etc. Beaucoup plus. Évidemment. Évidemment. Donc c'est un impact qui, en plus, n'aura même pas servi à nous nourrir. Donc c'est juste honteux, quoi, de gaspiller des produits qui sont les plus polluants. Ah non, faites pas ça. Donc juste servez-en moins et après, du coup, on en gaspillera moins. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est important de le noter, cette part d'impact environnemental qui en plus ne finit pas dans l'estomac d'un enfant. Ça fait beaucoup. Merci. Il y avait une question d'Irène. Alors, je ne sais pas si vous êtes en mesure d'y répondre. Elle demandait, je vais te laisser poser ta question, en fait, Irène. C'est peut-être plus simple. Si l'équipement le permet. Alors, la photo sur le prix du repas en cantine a-t-il diminué à Montpellier? Je ne peux pas répondre à cette question. En moyenne, je peux vous dire qu'on voit une diminution du prix du repas. Alors, il ne faut pas non plus, mais c'est en moyenne de 10 à 30 centimes de moins. Mais j'ai pas plus d'éléments effectivement sur le prix. Après, c'est des fois rebalancé, c'est-à-dire on profite de cette diminution du prix pour offrir des aliments qui ont une meilleure qualité. Ce qui permet effectivement, à prix constant, d'avoir une qualité d'aliments qui est meilleure. Oui, là, on parle que du coût denrée. On parle que du coût denrée parce que le coût d'un menu végétarien, il n'est pas forcément plus élevé ou moins élevé que le coût d'un menu avec de la viande. Il faut aussi prendre en compte, est-ce qu'il va y avoir plus de fréquentation dans la cantine, tout un tas d'autres facteurs. Le coût des denrées peut être moindre,
quand elles sont accessibles, parce qu'effectivement, il y a par exemple dans les centrales d'achat parfois des manques en termes de possibilités d'acheter certains produits à des tarifs corrects. Donc, on va être assez limité sur la variété des légumineuses, par exemple, parce que sinon, on va vite crever le plafond. Il y a des aliments comme le quinoa, par exemple, qui peuvent être très chers, plus que ce qu'on peut trouver en achat pour les particuliers, ou en tout cas pas à des tarifs qui sont cohérents pour les échelles de la restauration collective. Donc, en coût denrée, ça peut coûter moins cher en fonction de ce qu'on choisit. C'est un coût qu'on peut contrebalancer sur, par exemple, l'achat d'une viande de meilleure qualité, mais il faut prendre en compte le fait aussi que si par exemple, vous avez une fréquentation qui augmente sur la cantine le jour du menu végétarien, ça implique que vous allez avoir besoin peut-être de plus d'espace, de peut-être plus de personnes pour faire ce menu, etc. Et donc, le coût global de ce repas risque d'être plus élevé que si vous aviez un repas classique avec de la viande, parce que justement, vous aurez plus de repas à servir et donc des personnes à embaucher en plus. Donc, on parle en coût denrée, il y a une différence de prix et elle peut être contrebalancée. En coût global du repas, il y a d'autres paramètres à prendre en compte qui sont adaptés en fonction de chaque collectivité et des priorités de chacun. Ouais, je voulais juste compléter là-dessus. En fait, en général, c'est rare qu'une collectivité introduise seulement un menu végétarien et s'arrête là dans sa politique alimentaire. Notamment à Montpellier, tout le travail que Luc-Lignon a fait, c'était vraiment dans le cadre d'une politique agroécologique très large. Et donc, en fait, en général, c'est soit une partie, soit un levier, mais ça va avec l'introduction de bio, de signes de qualité. Voilà. Et d'ailleurs, dans la loi Egalim, les cantines doivent présenter au moins 20% de bio. Elles en sont actuellement très, très loin. Elles sont autour de 4%. Donc, il y a peu de chances, en fait, que l'instauration de menus végétariens baisse vraiment le prix à la fin. Et c'est quelque part un peu tant mieux parce que souvent, ça va aussi avec une meilleure qualité de ce qui est servi. Je vais laisser la parole à Elsa et puis après, on laissera notre troisième intervenant nous présenter ce qu'il va nous présenter. Oui, donc effectivement, les plats faits maison végétaliens sont moins chers, reviennent moins chers en aliments que les autres plats. Ce n'est pas le cas des plats végétaliens qu'on va acheter. Et le gain qui est fait est reversé en fait sur la qualité des aliments. Notamment, on achète plus de local, on achète plus de bio. On est passé à 20% de bio cette année. Et on achète plus de produits de qualité, tels que la loi Egalim les a définis. C'est bon? Vous m'avez entendu? Oui, on vous a entendu. Merci. Merci pour cet éclairage. Et Sébastien nous indique sur le chat que les menus VG à Strasbourg sont 30 centimes moins chers que les autres menus. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi d'avoir cette incitation prix et qui en plus est le reflet des coûts des denrées. Alors Strasbourg, c'est le seul exemple que je connais comme ça, mais je ne sais pas si vous avez des exemples de l'impact qu'un menu végétarien peut avoir à la cantine sur les prix, la fréquentation, le gaspillage. Alors sur la fréquentation, je n'ai pas les chiffres en tête exactement, mais quand on s'était rendu à Valence pour travailler justement sur la mise en place des menus végétariens et surtout de l'option végétarienne, le retour qui avait été fait, c'est que dans certaines crèches, notamment parce que ces menus ont été mis en place non seulement pour les scolaires, mais également pour les crèches, en fonction des quartiers et en fonction des structures et de la communication qui avait été faite via les équipes, en fonction, si c'était une équipe qui était tout à fait pour ou une équipe qui était complètement réfractaire, la différence était significative. Mais sur certaines crèches, il y avait plus de 80% des enfants qui prenaient l'option végétarienne quotidienne. Donc, voilà, il y a clairement une demande et ces repas qui peuvent être très plébiscités par
par les convives. Je crois que sur une autre région autour de Valence, ils étaient à plus 30% du coup sur l'option végétarienne. Je ne sais pas Sébastien si tu te souviens des chiffres précis, je ne les ai pas notés, mais il y a clairement une demande et une fréquentation accrue le jour du menu végétarien ou une fréquentation de la cantine plus importante quand il y a une option végétarienne. Alors non, j'ai plus les chiffres non plus en tête. Je peux que confirmer effectivement que quand il y a l'option ou quand il y a un jour menu VG, la fréquentation augmente. Mais ça peut être des fois assez important. Je sais plus, je crois que c'était à Clermont où ils étaient aussi à deux À fois la Clermont, ils avaient un menu végétarien par semaine, ils voulaient en faire un deuxième, et en deuxième. fait, ils se sont rendus compte que s'ils le faisaient, ils n'auraient pas la place dans la cuisine C'est ça. et qu'ils ne pourraient pas mettre en place un deuxième menu végétarien parce que la cuisine serait trop petite et qu'ils n'auraient pas assez de monde. Donc, ça impliquait des investissements de structure très importants pour pouvoir faire un deuxième repas, tout simplement parce que la fréquentation aurait augmenté et ça aurait dépassé les capacités de cette cuisine. Merci. Je vous propose de laisser la parole à José Pérex pour nous parler de son expérience de formateur. C'est un peu le troisième prisme sous lequel on va prendre l'introduction des menus VG. Donc, vas-y, la parole est à toi pour 10 minutes. Merci, 10 minutes pétantes. D'accord. Bonsoir à tous. Et tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre atelier. En introduction, je vais me présenter, ce qui permettra par la suite d'expliquer mon positionnement pédagogique. Donc, je suis formateur en cuisine et j'interviens principalement en collectivité parce que c'est là qu'il y a les enjeux et dans tout type de secteur, que ce soit le scolaire, la santé ou l'entreprise. Quand je dis que je suis formateur cuisine, je dirais plutôt que je suis un cuisinier formateur. C'est-à-dire que les contraintes, le quotidien, les besoins, les attentes des chefs, je les partage pour les avoir vécus. Donc, ce qui fait que j'ai un positionnement de bienveillance par rapport à leurs réflexions, leurs attentes, leur positionnement à eux de stagiaires. Autre point que je tiens à préciser aussi, c'est que dans ce positionnement pédagogique, je ne suis surtout pas un militant VG, je ne suis pas du tout un militant non plus écolo, je n'aborde quasiment pas les facettes de la durabilité, de sauver notre planète, du c'est bon pour la santé. Je reste centré sur leurs attentes et leurs besoins. Et leurs attentes et leurs besoins sont: on nous demande de faire un menu végétarien par semaine. On a 400, 500, 800 élèves qui passent le midi. Comment je fais? Comment je fais? Parce que le légume, appelons-le le légume en général, est le parent pauvre de notre apprentissage. Le légume, nous n'avons pas appris, nous, culture française, nous n'avons pas appris à le mettre en valeur. Nous n'avons pas appris à le rendre flatteur. Et donc, nous les cuisiniers, nos chefs, sont quelque part désarmés par rapport à cela. Et puis, soyons clairs, le légume est aussi le parent pauvre de la cuisine traditionnelle française. Le légume, c'est la garniture. Dans une potée, ce qui est bon, c'est oui le chou, mais c'est aussi la poitrine, la palette de micelle qui vont l'accompagner. Le cassoulet, les haricots, c'est bon, mais le confit qui va avec, et pareil pour le pot-au-feu, les différents légumes, c'est très bon, à condition qu'il y ait du plat de côte et du jarret. Donc, se retrouver à devoir cuisiner sans légumes du jour au lendemain, puisque ça a été vraiment quasiment un choc culturel pour les cuisiniers, que de devoir composer un menu végétarien. Donc, ce que je vous propose, c'est de partager quelques constats et puis qui nous amèneront vers le contenu des formations. Alors, bien sûr, ce que je vais vous proposer, vu le temps qui m'est imparti,
va vous paraître très certainement caricatural. Veuillez prendre un peu de recul par rapport à mes propos, bien sûr. Donc, première chose dont je viens de parler à l'instant, premier constat, le légume est le parent pauvre de notre apprentissage, mais en même temps, culinairement, le légume est par essence même, alors je vais être très caricatural, attention à ce que je vais dire, mais est peu flatteur naturellement. Un haricot vert, oui, c'est bon, on va cueillir des haricots verts dans le jardin, mais le haricot vert par nature n'est pas très sexy. Il va falloir le cuisiner, il va falloir l'apprêter, alors que, par comparaison, vous prenez une escalope de volaille, un peu de sel, un peu d'huile dans une poêle, ça sent déjà bon dans la cuisine, ça hume et ça nous fait déjà saliver. Ce qui veut dire que le légume, en lui-même, ne comporte pas cette composante flatteuse et gustative. Donc, nous cuisiniers, avec ce deuxième constat, 1, je ne sais pas cuisiner les légumes, 2, les légumes, par essence même, ne sont pas très flatteurs ni ont besoin d'être travaillés. Le troisième constat que je fais, parce que je mange moi aussi à la cantine régulièrement quand j'interviens, les légumes qui sont présentés aux enfants, en règle générale, ne sont pas très bons. Moi, j'en mange parce qu'il faut bien que j'en mange, mais je comprends très bien les enfants qui le laissent dans leur assiette. Et puis enfin, les cuisiniers ne sont pas équipés techniquement pour valoriser et mettre en place ces menus végétariens. Alors, prenons du recul. Bien sûr, certains enfants, comme je l'ai entendu tout à l'heure, aiment les brocolis. Certains cuisiniers savent cuisiner les brocolis. Et certains profs à l'école savent dispenser un savoir-faire autour de la valorisation du légume. Mais ce n'est pas la généralité. Et puis là-dessus arrive, cerise sur le gâteau, novembre 2019, il faut faire un menu végétarien. Ça, c'est le constat que je vous propose, sur lequel je rajouterai une petite cerise sur le gâteau, c'est que l'industrie agroalimentaire, elle a anticipé novembre 2019. En novembre 2019, les industriels, les fournisseurs nous ont dit « mais nous, on sait faire ». Voilà, on a le catalogue, etc. Et je comprends que nos chefs de cuisine aient souvent choisi cette option parce qu'elle est facile à mettre en œuvre, parce qu'ils ne sont pas 50 dans leur cuisine, hein, ce n'est pas Top Chef avec Cyril Lignac. Et donc, il y a comment faire? Je ne sais pas faire, je ne sais pas donner du goût, je ne sais pas valoriser ce fameux légume. Donc, maintenant que nous avons partagé certains constats, rentrons dans le vif du sujet, c'est celui de la formation. Et celui de la formation, c'est comment cuire des céréales. Je n'ai pas appris à cuire des céréales à l'école. Comment cuire correctement des légumineuses. Quel mouillement, quelle température, quel degré de sel ou d'aromatisation faut-il mettre par kilo? Comment cuire 10 kilos de sarrasin? Comment cuire 10 kilos de millet? Comment ça se cuit l'orge? Je ne sais pas. Moi, je sais cuire des pâtes, du riz, et du couscous. Ça, c'est notre quotidien. Ça, c'est la première chose. Et puis, comment les rendre appétissants? Comment rendre du sarrasin appétissant pour que l'enfant aille le consommer, qu'il en redemande? Déjà, il faut qu'il soit bon et que le cuisinier l'apprécie. Enfin, comment faire pour que ces recettes végé ne soient pas des usines à gaz? Car assez souvent, ce que j'observe de recettes que je vais piocher à gauche ou à droite, et ça va recouper le principe des 3 composantes maxi lorsqu'on veut faire découvrir un repas aux enfants, c'est que ça ne soit pas des usines à gaz où il vous faut les 2 centilitres de vinaigre de riz et où il vous faut les 5 grammes d'épices qu'on ne retrouve que, etc. Et puis enfin, comment faire pour réduire les manipulations, parce que faire un menu végétarien, ça va nous demander de cuisiner. Ça ne va pas nous demander simplement d'assembler, ça va nous demander de cuisiner. Et quand on cuisine,
Ça prend un peu de temps. Donc, quelles sont les techniques qu'on pourrait mettre en place qui permettent à la fois d'avoir moins de manipulation, de ne pas monter une usine à gaz, parce que je la vis aussi, cette journée VG hebdomadaire. Ce jour-là, il y en a partout. Parce qu'il y a la petite huile de ceci, le petit oléagineux que l'on va rajouter. Est-ce que j'ai fait mon crumble à base de… Et finalement, le cuisinier et son équipe réduite, et sa charge de travail, et son quotidien, et ses contraintes, parfois choisissent la solution industrie agroalimentaire. Donc voilà, c'est donner des outils pour apprendre à cuisiner. Donc on est sur des process de cuisson. On est sur comment aromatiser. Nous, cuisiniers français, très sincèrement, nous ne sommes pas les rois de l'aromatisation. Nous ne sommes pas les rois des épices. Est-ce qu'on fait infuser le thym? Est-ce qu'on fait une décoction avec le thym? Est-ce qu'on le met en début? Est-ce que le bouquet garni, on le met en début, au milieu, à la fin? Est-ce qu'on fait torréfier les épices ou pas? Parce que nos légumes, il va falloir les sublimer, et les sublimer en cuisinant, en faisant mijoter, en faisant réduire, en faisant confire, en faisant gratiner, en proposant des modes culinaires, en faisant fermenter éventuellement, des modes culinaires qui les rendent goûteux. Et donc, voilà, le contenu des formations que j'anime, je regarde l'heure et les 10 minutes qui m'étaient imparties sont écoulées, se résume à trois essentiels. Un, quel process de cuisson à adapter pour cuire ces fameux produits que je ne connaissais pas? Le sarrasin, c'est quoi? Comment diversifier mes produits de base? Il n'y a pas qu'une huile, il y a des huiles, il n'y a pas qu'un sucre, il y a des sucres, il n'y a pas qu'une farine, il y a des farines, etc. Et enfin, comment travailler sur une aromatisation. Et je vais être très humble, j'ai été puiser énormément de mes ressources en Asie, dans le Maghreb et en Méditerranée. Voilà, et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup et félicitations sur le temps. C'est à vous qu'on demandera d'intervenir dorénavant. Non, je plaisante. C'est vraiment intéressant de rentrer un petit peu comme ça dans la cuisine. On ne se rend pas forcément compte de tous les défis. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions ou des partages d'expériences sur des constats similaires. J'aurais juste une question de savoir si M. Pérex a un site où on puisse communiquer l'information, le cas échéant. Non, je ne googlise pas mon nom. Non, je suis… alors, dans la présentation, je ne sais pas, en tout cas, Madame Etienne m'a présenté en tant que formateur AFPA. Bon, je ne suis plus salarié de l'AFPA depuis plusieurs mois, mais par contre, je suis un membre actif et formateur du réseau Restoco, que je pense vous connaissez. Et puis sinon, par l'intermédiaire de Madame Etienne, je peux vous transmettre, ou Madame Etienne vous transmettra mes coordonnées, et je suis à votre disposition, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Ouais, désolée pour la petite erreur de présentation. En tout cas, moi, je suis à votre disposition pour faire l'intermédiaire. Donc, voilà. Je suis preneuse de vos questions, ou si Olivier, parce que du coup, Olivier, toi aussi, tu formes, alors plutôt dans le privé, mais je pense qu'il y a certaines contraintes qui sont similaires. Je ne sais pas si tu veux aussi parler de ton expérience et voilà, des similarités ou des différences que tu vois par rapport à ce que nous a dit José. Sans doute complémentaire, mais effectivement, nous, on propose une intervention théorique, effectivement, au chef de Restoco du privé, mais aussi dans les écoles hôtelières d'ailleurs, de 3 heures, où on ratisse vraiment large sur l'importance. Alors pour le coup, on essaie de les sensibiliser un petit peu à l'importance de proposer des alternatives, que ce soit sur l'environnement, la santé, etc., etc. On leur donne effectivement des pistes, des recettes aussi, voilà, comment cuisiner des produits qu'ils ne connaissent pas, hein, tofu, tempeh, etc. Enfin, surtout le tofu, parce que tempeh en Restoco, c'est un peu cher. Voilà, on essaie de répondre un maximum à leurs questions et de les sensibiliser un petit peu à toute l'importance voilà, des légumineuses aussi, enfin, voilà, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude.
Mais on n'intervient pas pour le coup directement en cuisine comme le fait M. Perex. C'est pour ça que j'ai posé la question, savoir s'il avait un site et des coordonnées. C'est pour ça que ces deux approches-là, elles sont vraiment complémentaires. Oui. C'est bien d'avoir d'un côté quelqu'un qui va pouvoir former aux techniques culinaires, comme le propose M. Perex, ou justement d'un autre côté, on va avoir une autre intervention qui n'est pas forcément faite par la même personne, mais qui va pouvoir vraiment sensibiliser pourquoi est-ce qu'on met en place ces menus-là, pour quelles raisons, qu'est-ce que ça apporte à la collectivité, qu'est-ce que ça apporte aux enfants, qu'est-ce que ça apporte à la planète, etc. Et que la personne qui forme aux aspects pratiques soit neutre, c'est très bien aussi, justement parce que c'est pas du tout clivant en fait pour les personnes qui reçoivent cette formation-là. Elles vont être obligées de toute manière de faire des menus végétariens, et le fait que le formateur soit aussi neutre que possible, ça leur donne vraiment un approfondissement qui est purement technique. Et puis pour la partie discussion, la partie théorique qu'on peut avoir, moi de mon côté je fais également de la formation théorique. Donc j'interviens régulièrement dans des collectivités où je peux apporter cette information sur pourquoi est-ce qu'on met en place ces menus-là, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça change, quelles données on a scientifiques pour pouvoir appuyer cette mise en place auprès des parents, auprès de la commission de menus, etc., des élus, enfin de toutes les personnes avec qui on peut discuter de ces éléments-là. Et le fait de ne pas être en train de cuisiner, mais d'être vraiment juste dans un échange de discussion, ça permet vraiment de confronter les opinions, de discuter, d'apporter des éléments. Et de le faire sans que l'apprentissage des techniques soit mis à mal par des différences d'opinion sur les aspects écologiques, politiques ou tous les autres aspects de cette discussion. Donc les deux aspects sont réellement complémentaires, sans forcément que ce soit quelque chose une formation très longue. On peut se voir pendant une demi-journée et discuter déjà de beaucoup de choses, comme vous le faites, Olivier, j'imagine. En 3 heures, on peut déjà brasser pas mal d'informations et avoir des discussions qui sont très constructives, d'autant plus si on se laisse le temps, par exemple, de partager un repas à la suite de cette demi-journée, où là, on va avoir encore plus l'occasion, justement, de discuter des tenants et des aboutissants de la mise en place d'un menu végétarien, de ce que ça peut apporter, etc. Donc, deux approches qui sont vraiment complémentaires, qui ne sont pas nécessairement faites par les mêmes personnes. Moi, par exemple, je ne cuisine pas. Donc, je ne prendrai jamais cette place de cuisinier de formation, de formateur en cuisine, parce que c'est pas mon métier. Et il y a d'autres cuisiniers qui le font très bien et qui sont en mesure justement d'avoir cette approche neutre et orientée sur la technique que je trouve très intéressante. Moi, je voulais amener aussi, merci José pour votre intervention, parce que c'est absolument nécessaire, je pense, d'attaquer les choses à la base, et c'est auprès des cuisiniers eux-mêmes, ceux qui mettent en œuvre, ceux qui au quotidien préparent ces repas. Olivier Hérault, c'est pareil, je sais, est très actif pour parler, dialoguer avec ces gens-là, les utilisateurs, parce qu'il peut y avoir beaucoup de bonne volonté des élus, des responsables achats dans des cuisines centrales. On se fait, enfin, excusez-moi, je vais dire ça comme ça, on peut se faire plaisir avec beaucoup d'affichage. J'ai mis en place ceci, j'ai mis en place cela, mais tout ce qui compte finalement, c'est de nourrir la poubelle le moins possible. Et de nourrir réellement les enfants, et que les repas soient acceptés, soient goûteux, soient bons, et que les chefs aussi trouvent dans ces repas végétariens un réel intérêt à les préparer, engouement à les manger, les produits, à les faire connaître, qu'ils comprennent la pédagogie derrière. Et il faut vraiment embarquer ce monde-là des chefs de cuisine à la base. Et il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. C'est vrai, d'éduquer les chefs, de comprendre leur matériel, leurs contraintes, leurs enjeux, leur temps de travail, l'organisation des équipes. Et je pense que ça peut fonctionner que si c'est fait en embarquant aussi ces gens-là. C'est comme quand on dit aux gens, faites attention, roulez moins en voiture, l'empreinte carbone, mais si on ne leur donne pas une solution alternative pour rallier leur lieu de travail, qu'il n'y a pas un système de transport public qui fonctionne, s'il n'y a pas moyen d'acheter un vélo pas cher, etc., etc. Et en fait, ça restera des élus dans leur précaré. Il faut embarquer les acteurs, en fait, ceux qui produisent, qui sont vraiment les mains dans le cambouis. Et beaucoup d'outils pédagogiques restent à développer directement vers ces gens-là. Et après, tout le reste, effectivement, c'est bon pour la planète, c'est bon pour mon enfant au niveau nutrition, c'est bon pour l'agriculture. Tout ça, c'est du bénéfice en plus. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et merci si vous pouvez aider en fait, à former les chefs tous autant les uns que les autres, la VF, les formateurs, Olivier Hérault, continuez d'amener la bonne parole. Voilà.
Oui, c'est juste si je peux intervenir pour compléter. Donc à l'INRA, ce qui s'est passé là pendant cette étude sur les légumineuses et les plats végétariens, c'est qu'on a bien vu qu'il y avait ce fort besoin en formation et notamment en cuisine. Et du coup, juste pour information, je commence une thèse en novembre dont le sujet exact, c'est l'analyse de la transition agroécologique d'une profession. Et ce sera sur le cas des chefs cuisiniers en restauration collective. Et le but, c'est aussi d'alimenter notamment les offres de formation initiale. C'est financé INRA et Région Occitanie. Donc, c'est vraiment accompagner les acteurs du terrain vraiment sur comment former les chefs de la restauration collective en particulier à plus de produits locaux, plus de bio, comment cuisiner le plat végétarien. Donc, le plat végétarien fait partie des enjeux de recherche. Donc, à l'avenir, c'est avec plaisir si dans d'autres ateliers, on pourra échanger sur ces sujets, mais c'est un sujet qui est majeur et que l'INRA commence aussi à traiter et que la restauration collective a souvent été un parent pauvre de la recherche à l'INRA, mais on se rend bien compte que c'est un acteur majeur aussi de la transition agroécologique, que ce soit en termes de sensibilisation ou au sein du système agroalimentaire. Il y a des volumes qui sont quand même très intéressants pour promouvoir une alimentation locale et de qualité. Voilà, c'est juste pour donner cette information supplémentaire. C'est une super thèse. J'ai hâte d'avoir des nouvelles dans quelques années. Mais ouais, super sujet. Au sujet de la formation initiale, on en parlait rapidement dans le chat tout à l'heure. Au niveau du CNRC, du coup, il y a un groupe de travail, un sous-groupe même de travail sur la question de la formation. À la fois de la formation continue et de la formation initiale, avec une question qui se pose sur l'ingénierie de formation pour de la formation continue, que ce soit au niveau du CNFPT ou par d'autres biais, mais a priori c'est surtout le CNFPT qui va être porteur. Et sur la formation initiale, on réfléchit aussi sur à quels endroits des programmes est-ce qu'on peut intégrer plus de techniques sur les céréales, sur les légumes, sur les légumineuses, etc., sans forcément complètement chambouler et remanier intégralement les programmes, mais que la partie sur les aliments d'origine végétale soit un petit peu plus complète dès la formation initiale, donc dès le CAP. Donc ça, c'est des choses qui sont en discussion, qui avancent au rythme où on peut attendre qu'elles avancent dans des groupes qui n'ont pas énormément de temps à consacrer à ces questions-là, puisque ce sont des groupes de personnes qui interviennent bénévolement. Voilà, donc vous sentez que je suis un petit peu amère du déroulement de ce type enfin, voilà, le CNRC et les groupes de travail qui sont en train de produire de la documentation qui va être destinée à l'ensemble de la profession dans la restauration collective, dans la restauration scolaire, toutes ces personnes qui interviennent actuellement interviennent à titre bénévole ou sur leur temps de travail payés par leurs entreprises respectives, mais pas en étant missionnées par le ministère pour fournir ce travail. Donc il y a un réel enjeu à ce niveau-là qu'on voit de quelle importance on accorde en fait à la production de ces documents dans des délais satisfaisants pour la mise en place d'une expérimentation dans de bonnes conditions. Voilà, donc si l'expérimentation des menus végétariens foire, hein, disons-le comme ça, ce sera probablement pas de la faute des cuisiniers qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour faire les choses bien, mais ce sera probablement plutôt de la faute des instances officielles qui n'ont pas mis les moyens au départ pour que cette expérimentation se fasse dans de bonnes conditions. Et je le dis en sachant pertinemment que ce Zoom est enregistré. C'est surtout que, outre le fait que ça montre la mauvaise volonté politique, ça crée aussi en fait une grosse inégalité entre les acteurs qui participent à ce type d'instance. Et voilà, il y a toutes les acteurs, des associations qui n'ont pas beaucoup d'argent parce que c'est des associations, et des entreprises privées qui ont des intérêts et de l'argent. Et sans être manichéenne, effectivement, le temps et les ressources à allouer à ce type d'engagement ne sont pas les mêmes. Et c'est vraiment une des raisons de plus rémunérer ce type de travail. Ça joue clairement. Et puis, on peut s'interroger sur la présence, par exemple, d'Interbev dans le groupe de travail nutrition.
du CNRC sur la mise en place des menus végétariens à la cantine. Que fait Interbev dans ce groupe de travail sur un menu qui ne contient pas de viande? Voilà, je ne sais pas, mais ça montre quand même que à un moment donné, en termes de mise en place de tout ce qui aurait dû être fait en amont, on a clairement des freins qui ont été mis, des freins volontaires ou des freins involontaires, d'une inertie, je ne sais pas, mais clairement, il y a des choses qui bloquent. Avec la formation initiale, il y a très peu de choses de faites. Oui. Il y a par-ci par-là, effectivement, dans certains référentiels, Bac Pro ou BTS, des petites phrases du style il faut prendre en compte effectivement les demandes de la clientèle, y compris les menus spécifiques, végétariens, végétaliens, ou effectivement. Mais c'est une sous-partie, quoi. C'est une sous-partie d'une sous-partie. Il n'y a rien, effectivement, qui est demandé dans les diplômes, etc. Enfin, il y a un gros travail. C'est pour ça que nous, on intervient aussi auprès des futurs chefs. Donc dans les établissements scolaires, dans les hôteliers, entre autres. C'est une bonne chose d'avoir une présence dans ce type de structure, justement, pour pouvoir amener une autre vision des choses. On parle beaucoup de développement durable, donc des fois on essaie de se rattacher aussi à ça, puisque c'est une thématique qui fait partie des programmes et à laquelle on peut se raccrocher, parce qu'on n'apporte pas quelque chose de complètement nouveau. C'est comme ce que je disais pour les scolaires, on peut leur parler d'alimentation végétarienne, parce qu'on peut leur parler de développement durable et que ça fait partie des programmes. Donc il y a des thématiques en fait sur lesquelles on peut se raccrocher et sur lesquelles on peut intervenir, mais il faut que ces thématiques soient enrichies et que la place et le temps qu'on leur accorde soient augmentés, parce que le temps est très largement occupé par la cuisson des viandes et par les plats traditionnels de la cuisine française, etc. Mais d'autres techniques mériteraient d'avoir plus de temps alloué dans ces programmes-là. Merci beaucoup. Je fais mon mauvais rôle de rappel de l'heure. Il y a déjà plusieurs personnes qui nous ont quittés parce qu'on a dépassé. Du coup, je ne sais pas s'il y a une dernière personne qui souhaite intervenir ou si on s'arrête là et on conclut, sachant qu'on aura d'autres occasions, je l'espère, de pouvoir échanger sur ce sujet qui est assez immense. Je conclus. Du coup, c'est un peu compliqué parce qu'on a eu beaucoup d'interventions différentes, mais c'est aussi ce qui fait la richesse du sujet, de voir qu'on peut prendre plusieurs entrées en fait pour l'aborder et qu'il y a beaucoup d'enjeux différents, donc à la fois des enjeux nutritionnels, des enjeux d'indépendance scientifique qui sont venus un peu en filigrane de toute la soirée, des questions de volontarisme politique, et c'est vrai que d'avoir l'exemple de Montpellier où il y a une vraie volonté politique, un projet global écologique au sens large, donc sur les menus végétariens, mais pas seulement, avec une vraie formation, un vrai accompagnement des enfants, c'est vrai que ça tranche pas mal par rapport à ce qui se passe au niveau national, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc là-dessus, heureusement, il y a des villes qui sont volontaristes, et là, il y a des nouveaux maires et des nouvelles maires qui sont arrivées au pouvoir et qui sont volontaristes. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et au niveau national, malheureusement, pour l'instant, c'est plutôt les associations, les collectifs comme le collectif Les Pieds dans le Plat qui essayent de former, d'accompagner. On espère que ça va changer, qu'il y aura plus de volonté politique. Dans ce que je retiens aussi, outre la formation, c'est la question de la diversité alimentaire qui est vraiment un angle important pour prendre la question du végétarisme. Un angle qui est moins clivant et qui est aussi beaucoup plus, je suis fatiguée, qu'on ne peut pas contre-argumenter, en gros, c'est ça que je voulais dire. Et la question du gaspillage alimentaire, effectivement, qui est à peu près un tiers de ce qui est acheté pour la restauration collective et jeté, donc avec l'empreinte carbone qu'on connaît. Je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Vous allez recevoir un compte-rendu avec tous les liens utiles dont on a parlé. Nous, on se tient à votre disposition pour tout complément d'information, pour faire la mise en relation. On vous réinvitera parce que voilà, c'est un sujet immense et que vous avez toutes et tous des expertises qui sont vraiment intéressantes. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venus.